Oh, ça commence! Wow, 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 tu décides de partir ça comme ça, là? Ben oui, c'est écrit dans le titre, c'est le podcast On the Fly. Le podcast Hey, salut tout le monde! Salut, bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Bienvenue! Bienvenue dans un autre épisode du podcast On the Fly. Avez-vous passé un bel hiver? Bref, est-ce que l'hiver s'est bien passé? Dans mon cas, là, ça s'est super bien passé. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? Mais en fait, pendant tout l'hiver, là, avant de compter qu'est-ce que j'ai fait, même si ceux qui voient ma chaîne YouTube sont pas mal au courant, là, j'ai surfé sur tout plein de pages Facebook. OK? Il y en a une infinité, OK, de pages Facebook sur des groupes de pêche. Puis j'ai remarqué qu'il y a bien des gens qui pêchent sur la glace, qui pêchent l'hiver. Ça, là, je trouve ça remarquable. Ces gens-là n'ont pas de moment de répit. Ils ne savent pas c'est quoi se reposer de la pêche. C'est quelque chose que j'admire, mais qu'en même temps, je ne sais pas si tout le temps, partir pêcher, ça me lasserait pas à un moment donné. À moins que... faudrait que je le vive au moins une année de temps. Pêcher sans cesse, printemps, été, automne, hiver. Est-ce que c'est le changement de technique? Est-ce que vous changez d'approche, de prise, d'espèce? C'est un tout autre... Ça a l'air d'être carrément une autre ambiance. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que c'est la pêche en hiver. J'ai jamais fait ça. Ça m'intéresse beaucoup, mais ce coup-ci, moi, cet hiver, ce que j'ai fait, c'était deux choses. Le montage de mouches et des épisodes de podcast comme vous l'écoutez en ce moment. En fait, le montage de mouches, j'avais jamais fait ça de toute ma vie. C'était la première fois depuis que le petit est né. J'ai arrêté de pêcher vu que c'est quand même beaucoup de job, un bébé naissant. Fait que qu'est-ce que je pouvais faire pendant certains temps libres à la maison, pendant mon congé de paternité? J'avais pas beaucoup de temps libre. Mais quand j'en avais, c'était d'apprendre à monter des mouches. Donc là, moi, je veillais mon bébé de nuit. Je restais réveillé toute la nuit pour qu'on puisse avoir un cycle de sommeil raisonnablement passable, moi puis ma blonde. Puis pendant que le bébé dormait, qu'est-ce que je fais? Bien, j'apprenais des patrons de modeleurs, j'apprenais des patrons de stimulateurs. Toutes les mouches qui ont attiré mon attention dans les dernières années, bien là, je voulais apprendre à comment les faire tout seul. C'était un but que je m'étais donné cette année, apprendre à faire mes mouches. Puis là, à date, ça fait, ben là, en fait, il y a 8 mois depuis quelques jours. Là, j'enregistre cet épisode-là le 10 avril. Là, mon gars, il y a 8 mois, ça fait que ça fait 8 mois que j'apprends à faire des mouches. Puis là, j'ai vraiment une nette amélioration. Surtout pour les modeleurs ménos, surtout pour la façon de faire des mouches plus compliquées. En fait, moi, ma mouche la plus compliquée, c'est la modeleur. Je pensais que c'était correct de faire des modeleurs touffus, mais non. Modeleur méno, ça va en dessous de l'eau. C'est pas sèche une modeleur. Moi, je le vois comme ça. Fait que là, maintenant, je suis capable de les faire correctement pour que ça ait vraiment l'air d'un petit poisson en dessous de l'eau. Puis avec des épisodes de podcast que je sors une fois de temps en temps, je les sors aux 2 semaines à peu près, ben là, mon hiver était rempli côté contenu. Parce que là, dès que je réussissais à faire un patron de mouche qui avait du bon sens, je le mettais en vidéo puis je le mettais dans ma banque. Comme ça pouvait donner des idées à certains qui voulaient reproduire la mouche que j'avais créée. Fait que là, ça s'en vient. On est le 10 avril. Dans ma zone à moi, la truite commence à ouvrir le 26-27 avril. Là, je suis craqué plus que jamais pour la saison 2024. J'ai hâte en morue de vous partager tout ça. On commence avec l'anecdote, avec l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. On commence comme ça. C'est parti! OK, fait que l'histoire commence comme ça. On devait être en 2016-2017 environ. J'ai pas recensé les événements, mais c'est vraiment proche de ces années-là. Là. Figurez-vous donc que dans notre famille, on avait un contact qui fait des sorties de pêche guidées pour le saumon au lac Ontario. On m'a demandé si ma blonde puis moi, on était intéressés. Fait que je vous laisse deviner avec quelle rigueur j'ai dit oui. Fait qu'on part. Il fallait arriver au motel la veille de la sortie au lac. Parce qu'il fallait arriver au quai à 5 h le matin. Fait qu'on roule, on passe
pas mal toutes les CD de François Pérusse en gueulant, toutes les répliques, tu sais, comme des fanatiques frais habituellement. Là. Puis après 8 heures de route, on est fucking brûlé, tu sais. Fait qu'on va à l'épicerie la plus proche, tu sais, on se pogne de la bouffe qui est déjà cuisinée, tu sais, l'espèce de rituel un peu poche. Là, il n'y a pas rien d'intéressant dans cette partie-là, mais un premier événement assez cocasse arrive dans l'histoire. Je vais le répéter, mais si vous avez bien retenu ce que j'ai dit il y a quelques secondes, on nous a bien dit d'arriver au quai pour 5 heures du matin. En fait, on quittait à 5 heures le matin. Donc, on devait forcément arriver avant. Fait que moi, là, j'en ai déjà glissé un petit mot dans mon premier épisode de ma saison 2023, mais c'est con. Je peux pas croire que je compte ça, mais je vais leur compter pareil, là. Mais un de mes plus grands ennemis, quand je pars pêcher, c'est pas la température, c'est pas la fatigue, c'est mon transit intestinal. Ça n'a pas de sainte hostie de bon sens à quel point ma digestion me fait... Chris, on va se le dire, là, elle me fait carrément chier. Dans les pires moments qui soient, par exemple, comme être dans une rivière, dans plein milieu d'une rivière avec un saut de pêche ou dans ce que je m'apprêtais à vivre, partir dans un bateau qu'il n'y a pas de toilette à l'intérieur. Sachant ça, c'était ma première question sur les détails du voyage. Une fois rendu en plein milieu du lac, avons-nous une marge de manœuvre pour pallier ma chiasse de petits pêcheux nerveux? La réponse était, en fait, il y a une chaudière prévue pour ça, mais il n'y a pas de cale comme telle dans le bateau. Fait que ça va se faire sur le pont. Puis quand je dis pont, je parle ici de l'aire ouverte du bateau de pêche. Tu sais, où ce que tout le monde est pour la totalité du voyage. Fait que là, j'ai pris les choses bien en main. Tu sais, le gros de mon travail allait se faire le lendemain matin. Fait que je me suis levé 2h30 avant tout le monde. Uniquement pour avoir amplement le temps de faire ma job. Fait que là, je sais pas si... C'est pas de crise de pense. Je sais pas si ce sujet-là réside dans le domaine du non-dit, mais les émissions de pêche n'en parlent clairement pas assez parce que si ça m'arrive à moi, forcément, ça arrive à d'autres aussi. Bon. Juste pour vous donner une idée, mon cadran sonne à 2h du matin. Ma blonde, elle se tourne, puis elle me dit « Coudon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Gab? » Moi, je me lève, tu sais, puis je réponds en chuchotant « Je fais ce qui doit être fait, Manu! » Une séquence pas mal absurde, je te dirais, de l'histoire. Une fois, frais comme un prince, tout le monde était réveillé, puis on se préparait pour la route, direction le quai. Si la frénésie nous envahissait avant de se coucher, en fait, là, on avait pogné comme un petit down sur la route parce qu'il fallait rouler un bon 45-50 minutes avant d'arriver. Ça y est, on voit le quai. Notre cœur recommence à battre fort, mais très fort. Le capitaine vient nous chercher pour mettre le stock dans le bateau. Les moteurs partent et on quitte la berge. À ce moment-là, on vogue très lentement, pour pas polluer auditivement la rive. Je sais pas si vous avez souvent eu affaire à être au bord de l'eau très tôt le matin, mais on peut vivre quelque chose de vraiment spécial. Ce que je veux dire par là, c'est que on ressent comme une petite fraîche qui vient de l'eau, du point d'eau d'où on est. Il y a un tout petit vent qui vient comme te faire frissonner. Quand on marche sur le quai, on transporte notre stock. Puis on passe dans des gros nuages de microscopiques moucherons qu'on pourrait avaler tellement qu'ils sont petits. Dans mon cas, quand je me trouve dans cette ambiance-là, ça me donne quasiment le vertige. Est-ce que c'est à cause des vagues qui fait valser le bateau? Peut-être. Mais bref, c'est ça que je ressentais à ce moment-là. Puis c'était merveilleux. On n'avait même pas commencé à pêcher les monstres du lac. Puis déjà, j'avais des bonnes sensations. Fait qu'on quittait le rivage. Et les lampadaires, ils étaient encore allumés en attendant que le lever du soleil apparaisse. T'sais. Le lac était couvert d'une brune, une grosse brune. Le soleil nous offrait comme une espèce de lumière orangée, presque... On va se le dire, là, presque de couleur saumon. Avec du recul, c'était un sacré bon présage parce que voici ce qui s'est passé. Je veux juste faire une petite parenthèse. Vu que cette histoire-là date d'un petit bout, probablement que les détails de l'histoire peuvent être légèrement faussés à cause de ça, mais je vais faire de mon mieux pour être le plus précis possible.
le capitaine il a mis les moteurs au minimum afin de réduire le bruit pour nous transmettre les principales règles de la pêche sur son bateau. Les règles étaient assez simples, mais il y a quand même des gens qui réussissaient, malgré eux, à déroger de certaines d'entre elles. Et les voici. Là, le capitaine, il s'est levé, il s'est mis devant nous et il a commencé à faire son speech. Règle numéro 1. Lorsqu'il y a un saumon sur la ligne, ne jamais lâcher la canne. Je vous le dis, si vous la lâchez, vous devez rembourser ce que vous avez perdu. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais les cannes sont dispendieuses et sachez que sur la ligne, on a au moins un montage qui vaut entre 35 et 75 $. Vous allez vivre quelque chose de malade. Mais s'il vous plaît, si vous ne vous sentez pas prêt de combattre le saumon par la force, ne prenez pas de chance. Au pire, c'est moi qui va s'en charger. Je prends la peine de vous dire ça parce qu'en début de saison, une femme qui était convaincue à avoir le cran de combattre le saumon du lac a par mégarde lâché la canne, emportant avec elle le saumon et près de 450 $ de matériel. Vous comprendrez que je peux pas vivre de mon métier si j'ai pas de dédommagement pour les pertes. Là, on s'est regardé, toute la gang. Puis après quelques secondes, on a comme fait un gros signe d'approbation collective de la tête. On se sentait prêt pour la guerre! Règle numéro 2. Quand un saumon est ferré, on doit déterminer qui va le prendre d'avance et se prévoir au suivant, au cas où il y aurait plusieurs saumons en même temps. Celle-là, elle nous faisait moins peur. Règle numéro 3. Ne jamais ferrer un saumon manuellement. Si on mixe la vitesse à laquelle on navigue et le poids du poisson, la canne va casser à coup sûr, je vous le confirme. Il faut prendre la canne à 2 mains, doucement, et l'élever dans les airs sans coup sec, puis commencer à ramener le fil excédent. On avait tous compris à 11 sur 10 rendu là. Et pour finir avec la règle numéro 4, quand quelqu'un ramène un saumon, s'il vous plaît, on hurle et on l'encourage! C'est du sport ramener un saumon. Tout dépendant comment on va en attraper, vos épaules puis votre dos vont chauffer. Après la connaissance des règlements, le capitaine a mis les moteurs pour qu'on reparte de plus belle. Il a fait plonger ses 4 downriggers. La chasse était commencée. Souvenez-vous, là, le ciel était recouvert d'une brume. On aurait dit qu'on se rendait sur l'île de King Kong, tu sais, veut dire. Pendant un premier 45 minutes de suspense, tu sais, palpable comme pas possible, la fraîche du lac était toujours présente, mais pas un souffle de vent ni de vague. Le lac était quasiment miroir. On parlait tout bas, comme si on ne voulait pas perturber la chasse. De façon totalement imprévue, à un moment donné, on a entendu « Fish on! » Oh shit! Le capitaine a repéré une canne qui se pliait en deux. Let's go, là! Ça prend quelqu'un sur la canne! Là, je sais pas si c'est à cause de son speech de tantôt, mais personne s'est lancé dessus. Mais j'étais debout. Pas tout à fait confiant, mais je sentais que j'allais me souvenir de cette séquence-là toute ma vie. Le capitaine a mis le bateau sur un cap. Il est venu sortir la canne pour me la tendre et me montrer les rouages du combat. C'était lourd, là, mais lourd. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'ordre direct de ne pas ramener rapidement une prise à l'embarcation. Je devais même la laisser me vider du fil. Il pouvait me dérouler 50 pieds d'un coup avant de ralentir. Je devais ramener le fil que s'il n'était pas en train de me le manger. C'est pourquoi un combat pouvait prendre au-delà de 15 minutes. La bête qui se trouve au bout de la canne, là, elle doit se fatiguer. Mais pour ça, elle doit travailler fort puis longtemps. Derrière moi, j'avais une petite foule qui m'encourageait, un peu comme des parents dans un estrade au soccer. Tu sais, ça criait. Là. Ça m'encourageait fort. Ça y est, je commence à sentir de la fatigue de la part du saumon, de la créature, en tout cas, bref, de ma prise. Le capitaine, lui, il me colle la shot, tu sais, au début, sur les moments, pour quand ramener le fil. Ça marchait. J'arrivais à ramener ma prise. Au bout de quelques minutes, le capitaine a hurlé quelque chose du genre « Wow! Beau jump, ça! Ça en a un beau gros, ça, mon gars. Tu vas capoter. » J'étais sûrement en transe ou dans un état second, là, mais j'avais réussi à rater un saut que le saumon avait fait à 70 pieds du bateau. Comme il avait dit plus tôt, mon dos et mes épaules ont commencé sérieusement à me chauffer. C'est un travail musculaire qui est constant, juste pour que vous ayez une bonne image de ça. Là. On peut pas prendre de pause à moins d'un relais
mais il fallait au moins une fois dans ma vie que j'en ramène un tout seul. Là, t'sais. Fait que j'ai donc vécu ça du début à la fin par moi-même. 60 pieds, 50 pieds, 30 pieds. C'est là que j'ai entendu « Assoyez-vous, là, je sors le net! » On y était presque. 15 pieds, 10 pieds, and fish in the net. C'était là, c'était à mes pieds. Une bête fucking huge. Mon cerveau avait de la misère à computer à quel point c'était malade. Avant de me le remettre, pour festoyer la capture, il a donné un légendaire coup de batte directement sur la tête pour abréger ses souffrances. C'est ça. C'est pas joujou, mais ça marche super bien. On fait pas souffrir les bêtes pour rien trop longtemps. Puis voilà, je l'avais en main. Écoute, j'ai dû forcer pour le soulever. Mon dos, il était en surchauffe. J'ai pris le reste de ce que j'avais comme énergie pour prendre ma première photo avec mon tout premier saumon. J'ai demandé au capitaine si ça en était un gros. Puis il m'a répondu que c'est pas le plus gros, mais on élève la barre haute en Simonac avec un premier saumon de 26,5 livres. 26,5 livres, c'est pas rien ça là. Là, les autres qui étaient en arrière de moi, ils étaient essoufflés de me voir travailler comme ça, comme si ma vie en dépendait. Fait que là, après ce que j'ai vécu, tout ce que j'avais de besoin, c'était d'un siège puis une petite bouteille d'eau. Fallait que je récupère un peu, tu sais. Pendant qu'on discutait de mon combat, tout le monde avait cessé de surveiller les cannes. Sauf le capitaine, qui a hurlé encore « Fish on! » Quelqu'un sur la canne! Go! Go! Il n'y avait même pas 5 minutes d'écoulé entre la capture du premier. C'est comme ça que notre chasse au king du lac avait commencé. Fait que là, plus la journée avançait, plus la brume disparaissait. T'sais, pour laisser place à un ciel bleu. Puis un vent fort, mais tolérable. On se sentait pas comme dans une tornade, mais il fallait resserrer, comment je dirais bien, la ganse de notre casquette. Là, t'sais. Fait que là, jusqu'à maintenant, tout le monde en avait attrapé. Même ma blonde, tu sais, qui devait peser dans ce temps-là, genre 110 livres mouillés avec des scènes puis du sable dans les poches. Tu sais, elle a été capable d'en ramener un, mais toutefois, c'était moi, tu sais, qui se tenait derrière elle pour la stabiliser, pour éviter qu'il y ait un trop gros déballant. Mais elle a fait le gros de la job, elle l'a ramené. Là, il est presque midi. On prend quelques instants pour manger, puis après ça, on recommence à pêcher tout de suite. Là, le capitaine, il refuse qu'on revienne à la berge sans avoir atteint notre quota. Parce que là, la journée était vraiment bien commencée. On en avait attrapé plusieurs. T'sais. On regardait autour de nous. Il n'y avait aucune terre. Je sais pas depuis combien de temps qu'on était dans cet environnement-là, mais c'était impossible d'apercevoir la moindre parcelle de berge. Il y avait uniquement de l'eau. Puis là, tout à coup, j'aperçois une canne qui se plie. Là, je crie « Hey! On en a un! » Le capitaine me dit « T'es-tu correct pour prendre la canne, là? » Je l'ai vu faire au moins 10 fois. J'ai donc dit oui, sans hésiter. Tu sais, je me suis avancé pour prendre la canne, que je tenais comme si c'était l'anneau de pouvoir. Là. Tu sais, je la serrais fort. Je voulais tellement pas qu'elle parte. Là. Je pensais au signe de pièce qu'il y avait au bout de ça. J'étais là, non, c'est pas à moi que ça va arriver. En aucun cas, je voulais la perdre. Puis c'est là que j'ai commencé à ramener le saumon. Ou la truite, qui sait. On en avait pris une plutôt, une truite de 12 livres. Ça pouvait être n'importe quoi le rendu là. C'en était à ma 3e expérience sur le bateau pour ramener une prise. Là, je commençais à avoir la main, comme on dit. Là, je sais pas si c'est à cause de l'aisance que j'ai acquis au fil des captures ou la fatigue, mais c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose. Pendant le combat, le principe était relativement simple. Je lève la canne, ensuite je la baisse pour récupérer un maximum de fil, puis je répète. Tu sais, à aucun moment, je n'ai à aucun moment eu l'impression de ferrer le poisson en donnant un coup sec. Mais asti, la canne est cassée. Elle a cassé. J'ai levé la canne en l'air, puis clac! La deuxième partie de la canne a cassé net, puis mon cœur a fendu en même temps. Tout ce que j'entends au travers du vent puis les vagues, c'est « Calisse de tabarnak! » Le capitaine, il était comme moi, tout en émotion sur ce qui venait de se produire, sauf que nous n'avions pas les mêmes émotions. Instantanément, j'y ai dit « On fait quoi? » Fait que là, il me répond « Tu continues
puis tu me ramènes le crise de saumon. Il n'est pas question qu'on l'échappe en plus. Au travers de cet inconvénient-là, le capitaine savait que tout n'était pas perdu. Oui, sa canne était brisée, mais on tenait un saumon, ce qui lui donnait une chance en plus de récupérer son montage, qui valait quelque chose aussi, là. Ce coup-là, c'était pas le même feeling que les autres saumons quand je l'ai ramené. J'avais plutôt un mix de honte et d'adrénaline. Je voulais même pas savoir comment que les autres vivaient ça en arrière de moi. Une fois ramené au bateau, j'ai quand même pris le temps de dire au capitaine que j'ai vraiment fait attention de ne pas ferrer le poisson. Tu sais, que la canne a cassé sur le poids de la prise. Un peu comme une branche lourde, tu sais, un peu trop sèche qu'on soulève et qu'elle se brise en deux. Là, tu sais, c'est quand elle est due pour casser, elle est due pour casser. Moi, c'est à peu près ça que j'ai senti comme feeling. Mais tu sais, à y repenser, on pouvait pas affirmer que j'avais ferré le poisson ou pas. Fait que j'ai dû dédommager le prix de la deuxième moitié de canne. C'est ça, en remboursement. Puis c'est plate, mais c'est ça. Fallait s'y attendre. S'il arrive de quoi du genre, on était avertis au moins. Fait que pendant pas mal tout le reste du voyage, j'avais comme une moue, une attitude de honte puis de découragement. Tu sais, les épaules basses, j'étais tellement plus dans le mood, là. Oui, la journée avançait, on était quand même un peu fatigués parce qu'on avait tout forcé comme des malades. Mais tu sais, j'étais habité par ces émotions-là. Puis jusqu'à temps, en fait, que le capitaine me relance 2-3 blagues, tu sais, pour détendre l'atmosphère, tu sais. Fait que, tu sais, au bout du compte, j'ai finalement changé d'attitude. Principalement quand on a ferré une prise gigantesque. C'était au tour du beau-père, OK, à ramener le gibier. C'était à son tour, puis c'est lui qui l'avait. Cette prise-là, ça l'a fait travailler pendant 25 minutes. On l'encourageait, on hurlait. On était quasiment tout accrochés après lui, tu sais, pour pas qu'il se fasse emporter par la force du combat. Puis soudainement, on a vu au loin un jump complet de la bête. C'était loin, là, c'était à 150 pieds. On a tous crié « Wow! Ça, c'est un gros saumon! » Mais on se trompait. Le capitaine, il a dit « Avec la couleur que ça a, là, mes amis, ça, c'est une big trout, OK? Minimum 20 livres. » Le silence aurait pu nous faire entendre un écrevisse roter, OK? Là. Pendant tout ce temps-là, le beau-père, il n'avait pas stoppé son combat pour autant, là. 120 pieds, 100 pieds, clac! Décroché. On a tous fait la même attitude en même temps. On a tous fait « Oh, ça n'a pas de bon sens. Oh non. » On était tellement déçus, là. Selon lui, on aurait pu ramener une sacre bleue de grosse truite au bateau qui aurait pu remplir notre quota à 100%. Mais c'était malheureusement tout le temps qu'on pouvait se permettre sur le lac Ontario. On devait maintenant revenir au quai. Pendant le chemin du retour, le capitaine, il s'est vraiment pas mis les doigts dans le nez. Il a éviscéré toutes les prises pour en faire des filets. Il a même pris le temps d'ouvrir le ventre de certaines pour nous montrer de quoi les saumons se nourrissaient. On a vu toutes sortes de petits poissons, de tout ce qui traîne dans le fond du lac comme organismes vivants, ainsi que quelques microscopiques truites de 10 pouces. D'habitude, c'est ça que je pêche, tu sais, tu comprends-tu, là, à quel point je riais, là? Fait que malgré tous ces beaux moments et cette bad luck que j'ai vécu, c'était, et ça reste encore à ce jour, dans mon top des aventures que je n'oublierai jamais. J'ai jasé de ce voyage-là à des pêcheurs de saumon à la mouche pour ce qui est du feeling de la pêche au lac Ontario. Qu'est-ce qu'on sent au bout de la canne? Et la majorité d'entre eux me confirment que si j'ai ressenti de grandes sensations sur le lac, ce n'est pas comparable à ce que c'est que d'en attraper un en rivière. Tout ça pour dire que j'ai tellement hâte un jour de découvrir la pêche au saumon en rivière. Pour la saison 2024, j'aurai un permis de saumon, mais je vais privilégier les secteurs où la truite peut être présente dans ces spots-là. Bon, fait que là, en principe, l'épisode est terminé. Puis si je ne m'abuse, là, ça c'est le dernier épisode du podcast On the Fly sous cette forme. Ou sous ce format-là, si on peut dire. Plus les épisodes avançaient, plus je me rendais compte que je racontais uniquement des histoires de pêche que j'avais jamais racontées à personne. Alors qu'au départ, j'étais supposé développer sur ça, sur mes anecdotes de pêche, puis sur un paquet d'autres sujets en lien avec la pêche. Fait que là, pour la suite des choses, pour ce projet du podcast On the Fly, si je tiens un bon concept, ça serait le fun, tu sais, de tenir des épisodes d'actualité,
d'en tenir un peu plus souvent aussi, puis de parler sur des sujets précis avec des connaisseurs, des experts, tu sais, pour nourrir notre passion, qui est la pêche. Ça se nourrit, tout ça, là. On a besoin de feed, là. On a besoin de se nourrir un peu. C'est pour ça que l'hiver, on pose toutes sortes de trucs, puis qu'avant que la saison commence, on pose des photos de l'année passée. C'est pour nous hyper, c'est pour nous donner le goût, parce qu'on sait que c'est le fun, on sait que ça s'en vient. Sur ce, sachez que cet épisode-là ne marque pas une fin, mais une transition vers quelque chose de nouveau. Fait que sur ce, merci de votre écoute, merci de votre intérêt. Salut tout le monde, à la prochaine.